Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde sur l'IA. Comment transforme-t-elle le champ de bataille? Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, a fait irruption auprès du grand public de façon spectaculaire il y a 2 ans avec ChatGPT. Je tiens à dire qu'aucune de ces questions n'a été rédigée avec une IA. J'ai essayé, ça rend rien du tout. Mais dans le cadre de la défense, elle est développée déjà depuis longtemps, ce qui est une chose qu'on ne connaît pas forcément. Avec sa généralisation aujourd'hui, quelle va être son influence sur le champ de bataille? Va-t-elle aider le soldat? Va-t-elle même peut-être le remplacer? Quelle sera sa place aussi dans le processus de décision et dans les futurs combats à haute intensité? Sera-t-elle finalement déterminante pour gagner une guerre? Quelle va être la place de la souveraineté également dans le développement des IA? Alors pour nous répondre aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un panel d'experts. Alors à mes côtés, voici le contre-amiral Vincent Sébastien, qui est directeur général de l'AMIAD, l'agence ministérielle de l'IA pour la défense, qui a été créée en mai 2024. Marc Fontaine, ancien dirigeant d'Airbus et qui est aujourd'hui président d'Helsing. Si vous ne connaissez pas Helsing, regardez votre tour de cou, ils sont sponsors du Paris Air Forum. Et c'est la branche française d'une start-up lancée en 2021 à Berlin qui souhaite offrir de la souveraineté dans le domaine de l'IA aux États. Monsieur Fontaine nous en parlera. Philippe Kerrier, qui est directeur général délégué et responsable de la stratégie et de la R&T de Thales, qu'on ne présente pas. Et enfin, le général Bruno Baratz, commandant du combat du futur et membre du comité stratégique de l'armée de terre. Alors, général, on va peut-être commencer avec vous, parce que, comme on l'a dit, l'IA est déjà utilisée sur le champ de bataille, et donc on aimerait bien savoir quelle est actuellement son utilité, comment elle a été introduite et comment ça se passe avec les retours d'expérience que vous avez déjà des terrains actuels. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, l'IA, effectivement, est rentrée de façon assez brutale aujourd'hui dans le champ de bataille. On le voit de plus en plus sur les différents conflits. Mais initialement, sa première application, ça a été bien entendu le traitement des données liées au renseignement. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien se multiplier le volume de données liées à la multiplication des capteurs, qu'ils soient spatiaux, très haute altitude ou dans l'espace, que ce soit des capteurs électromagnétiques, imagerie, acoustique et autres. Et donc la multiplication des données sorties de ces capteurs-là nécessitait d'avoir un traitement particulier. Et donc l'IA a permis dès le départ de donner du sens à toutes ces données, de les recroiser, de les croiser, d'être plus pertinent justement dans la détection des objectifs ou dans la compréhension de ce qui se passait en face. Donc la première application, c'est vraiment cette aide à la décision, cette aide un petit peu à la compréhension de ce qui se passe sur le champ de bataille. Et ça a été développé par tous les pays. Donc la France aussi a travaillé là-dessus avec le fameux Artemisia. On l'a vu avec les Israéliens qui ont un système de ciblage qui tourne largement là-dessus, les Américains également. Tout le monde travaille sur ces affaires-là, c'est le point de départ. Ensuite, l'IA est venue améliorer tous nos systèmes. Et ça paraît vraiment, et ça se développe de façon très rapide dans l'ensemble des systèmes que l'on peut avoir, avec finalement une remise au goût du jour de vieux systèmes que l'on avait un petit peu oubliés. C'est-à-dire que, par exemple, face aux drones et à la menace des drones, l'armée de terre était un peu démunie. Et donc, on a décidé de ressortir des vieux canons de 20 mm de lutte antiaérienne avec une caméra dopée à l'IA. Ça détecte très bien les objets, ça les identifie, et ça permet de déterminer d'ailleurs le point idéal pour tirer sur le drone. Donc, on voit bien que l'IA a vraiment transformé toute notre façon de travailler, que ce soit dans l'aide à la décision, mais également dans le quotidien, dans l'emploi des armes sur le champ de bataille. Peut-être pour le contre-amiral Sébastien, mais quel est l'enjeu de la supériorité opérationnelle grâce à l'IA? Justement, comment on la cadre et comment on l'utilise? Très bien. Alors juste une petite précision, je suis l'adjoint force au sein de l'Agence ministérielle pour l'IA de défense et directeur adjoint. Et donc à ce titre, je porte justement le besoin des forces au sein de l'agence. Et l'objectif, c'est bien d'apporter plus rapidement que nos adversaires cette supériorité opérationnelle grâce à l'IA de défense. En quoi l'intelligence artificielle contribue à cette supériorité opérationnelle? En fait, elle va accélérer la fameuse boucle OODA, souvent nommée là, observer, orienter, décider et agir. Et donc, pour donner quelques exemples concrets, lorsque le général Baratz a donné des exemples pour observer et orienter, il s'agit bien justement de pouvoir traiter cette donnée qui se massifie et lui donner du sens.
On a différents exemples de détection image avec les différents capteurs, que ce soit au niveau tactique comme au niveau stratégique, mais aussi sur le renseignement ou en tout cas l'écoute sous les mers avec ce qu'on appelle les oreilles d'or. Comment est-ce qu'on arrive à trier, filtrer 90% des données pour orienter l'analyste sur les 10% ou les 5% restants, là où il apporte véritablement une valeur et une expérience qui est très difficile d'atteindre par la machine. Donc là, ça va nous permettre d'aller plus vite, de donner plus de sens. Puis ensuite, comment est-ce que j'ai besoin de croiser les différents milieux et domaines, puisque aujourd'hui, la supériorité, c'est celui qui va pouvoir comprendre justement ce qui se passe à la fois dans le domaine spatial comme sur le domaine terrestre ou maritime et dans le domaine informationnel. Et aujourd'hui, on atteint un peu notre seuil de saturation cognitive. Il est très difficile humainement d'être compétent dans les différents milieux et domaines. Et donc là, l'IA, par cette capacité à croiser les données et à donner du sens, va nous aider à mieux comprendre et donc à décider. Et pour décider, ça va permettre aussi de wargamer différentes options, les tester à vitesse machine, pour aider à consolider la décision et ensuite optimiser l'attribution, enfin en tout cas l'assignation des missions aux différents moyens. Dans la vision stratégique du chef d'état-major des armées, il s'agit bien de générer des buts d'hyper-supériorité par rapport à l'adversaire pour être plus fort en un moment et en un lieu donné et le faire vaciller. Et donc pour ça, il faut aller beaucoup plus vite donc pour pouvoir donner ces ordres d'opération aux uns et aux autres, rassembler nos forces, ce qu'on appelle la concentration en fait, des moyens et des feux pour justement être supérieur à un moment donné. Vous souhaitez réagir? Non, je pense qu'on est complètement, alignés. Juste peut-être une remarque et rajouter un élément qui différencie l'utilisation de l'IA dans le monde civil et dans le monde de la défense. Je dirais plus globalement l'utilisation de l'IA dans les systèmes critiques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement attaché parce que ça va amener des attributs de l'IA qui sont très particuliers dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la résistance aux attaques. On pourra discuter de la cybersécurité de l'IA parce que ça fait de nouvelles surfaces d'attaque. Et il faut avoir, je dirais, ce mot qu'on va utiliser qui est plutôt une IA de confiance et ce n'est pas l'IA de monsieur tout le monde. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la défense parce que, comme vous l'avez dit, quand on compte sur l'IA pour apporter une supériorité opérationnelle, il faut avoir confiance en cette IA. Et ça veut dire un certain nombre d'attributs. Ça veut dire un attribut sur lequel on est sûr que l'IA fait ce pourquoi elle a été conçue et seulement ce pourquoi elle a été conçue. Ça veut dire que l'IA doit être fiable et en particulier cybersécurisée. Ça veut dire qu'elle doit être explicable parce qu'on doit pouvoir connaître le processus de raisonnement. Et ça veut dire aussi d'ailleurs que quand on la compare à des IA qu'on va utiliser dans le domaine civil, là on peut se contenter d'avoir un effet boîte noire. Dans le domaine militaire, on ne peut pas. Et enfin, le dernier point, c'est les responsabilités. On pourra y revenir, mais bien entendu, on va automatiser beaucoup de choses, mais il faut que l'IA soit toujours sous le contrôle de l'humain avec une responsabilité de l'humain. Donc juste pour ajouter quelques points. On reviendra sur ces sujets. Mais je me demandais maintenant, avec l'IA et avec l'importance finalement de la numérisation à la fois des outils et même du champ de bataille, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui le champ de bataille? Puisque l'IA sera partout, est-ce qu'elle a des applications déjà dans d'autres domaines? Est-ce que le champ de bataille sera également un champ de bataille numérique? Comment va-t-il se transformer? Est-ce qu'il va aller jusqu'à l'espace ou au fond des mers? Vous avez parlé là des oreilles d'or. Comment vous travaillez chez Helsing justement sur ces applications et sur la réalité de l'IA avec son implémentation sur le terrain? Oui, merci. Je vais peut-être laisser les militaires définir le champ de bataille. S'il y a la définition du champ de bataille, il y a aussi la définition de l'IA. On vient de parler d'IA de manière générale et générique. Le général a parlé de plusieurs niveaux. On parle du niveau stratégique, du niveau opératif, du niveau tactique. On parle de multi-domaines, multi-senseurs. Donc effectivement, elle se déploie dans le domaine terrestre, on le voit en Ukraine, dans le domaine maritime, dans le domaine spatial, dans le domaine aérien. En ce qui concerne Helsing, et je commenterai que sur la partie que l'on couvre, nous, on est sur de l'IA embarquée temps réel sur système d'armes, dans les 4 domaines qu'on a cités. Donc, sur ces sujets-là, effectivement, rien que les annonces qu'on a faites, nous, dans les derniers mois, on a annoncé équiper d'IA des flottes de drones sous-marins, de drones terrestres, de frappe, de satellites. Avec Loft Orbital, on processe déjà des données par IA sur différentes banques de fréquences.
Et on a annoncé la semaine dernière le premier vol, et je pense que c'est une première mondiale, avec Saab, d'une IA qui a pris les commandes d'un avion de série de combat, le Saab Gripen. Les Américains avaient déjà fait un Alpha Dogfight sur un avion band test de la DARPA. Ce qui était assez innovant sur ce vol-là, c'est qu'on l'a fait sur un avion de série. Donc, au-delà de ce multidomaine, multichamp sur lequel l'IA se déploie, je retiens dans ce que je vois du développement de ces IA dans les systèmes qu'on traite, 2 ou 3 caractéristiques. La première, c'est, au-delà de ce qui a été dit, ce qui a été dit surtout, c'est l'augmentation. On augmente les opérateurs, on augmente la compréhension. Et il a été mentionné l'accélération. Je pense que ça, c'est le phénomène majeur. La vitesse à laquelle les IA permettent de traiter de l'information, fusionner de l'information, transmettre de l'information et réagir, éventuellement de manière automatique sous contrôle humain, est absolument déterminante. Et le point qui me paraît le plus stratégique, parce qu'on a l'impression que l'IA, finalement, c'est une technologie, elle a des usages opératifs, tactiques. Le point principal, c'est qu'elle est en train de remettre en cause, à mon sens, une incohérence qu'on avait jusqu'ici, c'est de réconcilier la masse et l'intelligence. Donc aujourd'hui, soit vous aviez de l'intelligence, vous aviez des gros budgets, vous avez des objets extrêmement complexes, qui prenaient longtemps à développer et qui étaient difficiles à maintenir, et vous aviez des systèmes très bêtes et très pas chers. Aujourd'hui, on le voit en Ukraine, sur des cycles d'innovation de quelques semaines, quelques mois, vous avez des objets très intelligents, très peu chers, très évolutifs. Donc, ça, c'est bien pris en compte par les états-majors, par les industriels, mais c'est en train de remettre en cause, je dirais, toute la structure de la BITD et des usages sur le champ de bataille et l'itération des usages sur le champ de bataille. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'IA n'est pas seulement dans les outils, mais elle est aussi dans la conception et la fabrication des outils et des armements? Alors, je laisserai mes collègues répondre. Ce qu'on voit aussi en Ukraine, juste pour répondre sur la question, une des conséquences de ça, de cette évolution, c'est une imbrication totale du champ de bataille avec l'arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cycle d'innovation sur l'IA et sur le logiciel, tant du côté russe que du côté ukrainien, c'est quelques semaines. On ne fait pas quelques semaines sur ces domaines-là, en particulier sur des sujets critiques, en étant dans un bureau et en passant des specs et en recevant des retours du terrain. On le fait parce qu'on est imbriqué en termes de BITD avec l'avant. Et ça va changer beaucoup de choses dans la manière dont on va concevoir, mais aussi utiliser et faire évoluer les doctrines d'emploi de ces matériels. Alors, le point de vue des militaires sur le champ de bataille modifié par l'IA? Alors, tout d'abord, la conflictualité a évolué et le champ de bataille, en fait, c'est largement étendu. On parlait du multidomaine. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait 2 colonels chinois qui avaient annoncé ça en écrivant la guerre hors limite. Aujourd'hui, la guerre est sortie de ses limites. Donc, des limites qu'on avait l'habitude d'imaginer. On imaginait ça cantonné finalement dans un champ de bataille, qui soit aéroterrestre, aéronaval. Aujourd'hui, il y a énormément de champs qui sont utilisés au moment de la conflictualité. Le cyber est systématiquement utilisé. Il n'y a pas d'opération ou de manœuvre terrestre ou tout type de manœuvre sur le champ de bataille sans qu'il se soit précédé d'une attaque cyber ou d'une neutralisation cyber des systèmes de commandement adverses. C'est quasiment automatique. On voit bien les manœuvres cognitives, l'action pour perturber la compréhension de l'adversaire, voire le fragiliser sur ses arrières en lançant des campagnes de propagande pour justement fragiliser ses soutiens. Donc on voit bien que tous ces champs-là sont en train de s'imbriquer et la manœuvre n'est pas uniquement physique. Ça a vraiment dépassé le simple champ habituel que l'on avait. Donc aujourd'hui, notre difficulté, c'est comment est-ce qu'on combine ces effets-là, les effets dans tous ces champs-là, et qui doivent aller au même moment, au même endroit, taper de façon très coordonnée. Sachant que ces effets-là sont dans des champs qui n'ont pas les mêmes temporalités. C'est-à-dire que quand on fait du cyber, le cyber, c'est pas en appuyant directement sur un bouton qu'il se passe quelque chose. C'est pas une arme, ça se prépare. Donc les manœuvres cognitives, c'est la même chose. C'est du temps long, il faut s'y préparer. Donc comment est-ce qu'on fait coordonner les effets dans ces différents champs-là? C'est compliqué. L'IA nous aide dans tous ces champs-là,
puisqu'effectivement, l'IA permet de... Lorsque vous faites de la manœuvre cognitive comme le font les Russes, ils utilisent forcément des avatars, des algorithmes qui traduisent, qui font de la traduction automatique. D'ailleurs, parfois, c'est de très mauvaises factures. Donc, on voit bien que c'est utilisé largement par les adversaires dans tous les champs. Et l'IA transforme ces affaires-là. Donc, nous, ça, c'est notre première difficulté. Comment est-ce qu'on fait face à ce nouveau champ de bataille qui va comprendre beaucoup plus de domaines que jusqu'à présent, où nos structures de commandement finalement étaient destinées à commander des masses sur un terrain. Aujourd'hui, ça coordonne plutôt des effets dans des champs différents. Donc on change complètement notre façon de travailler sur les structures même de commandement. Alors, pour peut-être compléter, je pense qu'on peut avoir une approche sous deux dynamiques. La première, c'est de reproduire ce qu'on fait aujourd'hui et d'augmenter l'efficacité des uns et des autres. C'est ce qu'on sait faire dans pas mal de domaines, en apportant justement cet accès à la connaissance, cette meilleure maîtrise de ce qui se passe et finalement cette augmentation du combattant, mais en gardant nos schémas habituels. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de repenser la manière de faire la guerre, de commander, avec l'IA. Alors on le voit plus facilement aujourd'hui dans les champs immatériels, où là véritablement l'IA apporte une vraie révolution, parce que en fait l'instantanéité et la démultiplication des agents IA pour défendre, attaquer dans le domaine cyber ou de la même façon dans le champ informationnel, c'est quelque chose qui révolutionne véritablement ces champs d'action. Pour le commandement, c'est plus compliqué parce que il faut revoir toute la chaîne. Alors on peut l'améliorer, la doper à l'IA avec justement toute une fluidité de la donnée, mais ensuite penser autrement, tout en gardant la maîtrise et le contrôle, ce qui est essentiel pour nous, évidemment. Là c'est là qu'on a une maturité à avoir. Et puis enfin, là, ce qui change aussi la donne, c'est l'autonomisation des plateformes. Donc, M. Fontaine en a parlé avec notamment les avions de chasse. Mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui et dans les mois qui viennent, va véritablement changer aussi notre approche. Ce qui est essentiel, parce que nos adversaires vont le faire. Comment est-ce qu'on va se battre contre des plateformes autonomes, non humaines, si on n'a pas également des outils qui nous permettent de dépasser en tout cas certaines appréhensions? Alors, on va revenir sur la question de l'humain et de l'IA un peu plus tard. Mais vous aviez abordé tout à l'heure la question de l'IA de confiance. Et il me semble que c'est très important, puisqu'on voit que l'IA est à la fois une chance, mais également elle peut être piratée, utilisée, il y a des attaques, etc. Donc comment on fait pour garantir à la fois la souveraineté d'un État par rapport à cet outil, mais également sa sécurité pour qu'il ne soit pas utilisé à de mauvaises fins? Monsieur Carrier. Oui, alors... c'est un vaste sujet, mais je vais essayer. Alors déjà, première chose sur les IA, mais peut-être arrêter un mythe. Je pense que rentrer dans un monde où les IA feront tout pour nous, on en est loin, et je pense qu'on en est loin pour longtemps. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si on veut pouvoir utiliser des IA, en particulier dans les systèmes critiques, il faut avoir confiance dans les IA. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et pour ce faire, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas se contenter d'utiliser l'état de l'art de l'IA et un certain nombre d'algorithmes qui sont faits, y compris dans le monde civil. On peut en partie, mais on ne peut pas forcément. Et donc, on se doit, en fonction des problèmes qu'on essaye de résoudre, de faire l'état de l'art. C'est pour ça que ce qu'on essaye de faire en tant que société de technologie, c'est non seulement d'utiliser et d'être à l'état de l'art dans l'utilisation. Et d'ailleurs, pour rebondir, aujourd'hui, on a 100 produits qui intègrent de l'IA, pour prendre cet exemple. Et généralement, on ne va pas séparer l'IA du reste. En fait, ce sont des produits et des solutions qui sont dopés à l'IA, point. Elle fait quoi cette IA dans ces produits juste là, comme je exemple? prends un exemple. On intègre directement en fait des capacités d'IA dans les super caméras qui sont sous le Rafale et qui sont capables de faire l'interprétation des images au temps réel au lieu de les faire, je dirais, a posteriori après la mission. On parlait de guerre des mines autonomes pour prendre cet exemple. Voilà, on peut en prendre plein et c'est une réalité aujourd'hui. Pour intégrer ces IA, il faut se poser un certain nombre de questions, et ça c'est la deuxième partie, où là on se doit quelque part en tant que société de technologie de faire l'état de l'art, c'est-à-dire inventer des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et c'est tout le travail qu'on fait d'ailleurs en coopération avec des industriels qui ont y compris les mêmes
besoins que nous. Je pense à un EDF, à un Naval Group. Bon, quand on va utiliser des IA dans la production d'électricité, on a à peu près les mêmes problèmes. Et là, on se dit quels sont les outils qu'on peut créer, quels sont les nouveaux algorithmes qu'on peut créer, qui font parfois appel à ce qu'on appelle de l'hybridation, de l'IA basée sur les données, mais sur lequel on va y injecter un certain nombre de règles. Et donc tout ça, c'est des choses et des champs je dirais, à déchiffrer, sur lequel, même sur l'algorithmie en tant que tel, c'est la raison pour laquelle on a un labo de 150 personnes, on a une centaine de thésards, et c'est faire progresser la science. Mais faire progresser la science pour faire progresser ensuite les produits que nous fournissons à nos clients, et en particulier les forces armées. Et puis il y a un troisième domaine qui est un domaine aussi d'excellence dans le groupe. On est un des grands leaders de la cybersécurité, des produits et aussi de la protection de données. Et quand on parle d'IA, on parle de données. Et quand on parle de données, on se rend compte que l'IA peut être flouée, ou en tout cas attaquée ou cyberattaquée d'une façon totalement différente, ou en tout cas supplémentaire, de ce qu'on peut voir dans des systèmes informatiques classiques. Parce que simplement, comme son intelligence va reposer sur ce qu'elle a appris et sur les données d'apprentissage, on peut faire, il y a plein de techniques, mais on peut faire des choses qu'on va appeler par exemple comme de la pollution des données, du data poisoning, qui fait que, in fine, quand on a injecté ou qu'on a fait apprendre sur de mauvaises données ou qu'on a manipulé, en fait, on a l'algorithme qui va faire des choses assez, je dirais, assez surprenantes et parfois dangereuses. Surtout dans les mondes où on opère. Donc tout ça, c'est un nouveau domaine sur lequel on travaille avec tous les experts de cybersécurité, sur lequel on travaille la main dans la main avec les forces armées, sur lequel on a développé aussi des technologies qui permettent à la fois, parce que in fine, c'est toujours le problème du glaive et du bouclier. Donc, on a notre propre équipe de friendly hackers qui sont capables d'aller, je dirais, faire des tests et aller trouver des failles dans les modèles pour mieux les protéger et développer en fait ce qu'on appelle en interne des battle box qui permettent de tester nos IA et leur résistance à tout ce qu'on va livrer. Donc, ce domaine de la cybersécurité de l'IA est un domaine en plein devenir et sur lequel nous sommes absolument engagés et avec de nouvelles menaces. En fait, l'IA est devenue un enjeu du champ de bataille, c'est-à-dire que c'est devenu et va devenir une cible privilégiée de nos adversaires, comme les IA adverses pour nous vont être importantes. Savoir les fragiliser sera important. Donc un outil et une cible en même temps. Absolument. Sur le sujet de la confiance, c'est un sujet qui est très vaste, qui va de la sécurité de l'IA à la robustesse, à l'adoption par les utilisateurs, puisque, in fine, mais on en reparlera après, l'objectif, c'est que le chef militaire ou l'utilisateur sache et comprenne les limites de son outil. Et dans le domaine des algorithmes, en fait, on les entraîne sur un jeu de données particulier, dans un domaine d'emploi. Et en fait, il y a toute cette appropriation du domaine d'emploi par les utilisateurs qui doit être maîtrisée. Et pour y arriver, en fait, on parle souvent de DevSecOps, donc rapprocher le développeur de l'utilisateur. Mais en fait, c'est dans les deux sens. Il faut qu'on arrive à rapprocher aussi l'utilisateur du développeur. Et puis, pour générer cette confiance, il faut qu'en fait, on ouvre le capot, même si il y aura des boîtes noires. Des boîtes noires qu'on devra circonscrire. Et pour cela, il faut que l'État ou l'administration et le fournisseur privé puissent dialoguer et générer cette confiance sur comment est-ce que vous avez construit cette IA, à partir de quelles données, comment vous avez annoté ces données, vous les avez qualifiées, pour justement qu'on ait les limites finalement de fiabilité avec un niveau attendu qui soit bien connu par tous les acteurs de la chaîne de valeur. Il faut que la confiance soit celle de celui qui, conçoit l'IA, et également que l'utilisateur ait confiance dans l'IA qu'il utilise, en définitive. Absolument. Et cette chaîne de confiance, elle est interactive et on ne peut pas construire une IA de confiance sans savoir comment elle va être utilisée à la fin. Et l'utilisateur à la fin doit savoir comment est-ce qu'elle a été conçue. Juste pour ajouter un point, on a parlé des usages de la technologie. Ça va avoir des conséquences organisationnelles. C'est-à-dire que la seule entité qui est, à mon sens, légitime à entraîner certaines IA, qui a la donnée et qui va la certifier, c'est le MINARM, au final. Et c'est lui qui va livrer cette IA certifiée de confiance aux combattants. Ça suppose, par rapport à ce qui a été fait là aussi précédemment dans les décennies, que la maîtrise d'œuvre numérique
soit renforcée au niveau des différents ministères des armées. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de publications américaines sur la reprise en main d'un certain nombre de specs et de compétences au niveau du DoD américain. La MIAD est un prémisse également de ce que ça va devenir, parce que derrière l'IA, on a tendance à voir un algorithme dans un senseur, dans un drone, mais en fait, il y a toute une pile de calculateurs, depuis l'infrastructure jusqu'à une infostructure, jusqu'aux données, jusqu'à l'entraînement des données, la certification de modèles. Et je finirai juste sur le réentraînement, parce qu'on parlait de confiance en termes de casser l'IA, leurrer l'IA, mais le leurrage et le camouflage, c'est vieux comme le monde. Donc aujourd'hui, un drone terrestre, à base d'IA, il va reconnaître un char, vous changez la couleur du char, si ça se trouve, le lendemain, il ne reconnaît plus. Je prends un exemple simpliste. Donc, au-delà de l'IA de confiance, cette boucle de réapprentissage permanent, de certification, de non-régression, pour garantir que l'IA demeure un avantage tactique et non pas une vulnérabilité, et ça peut se changer en 24 heures, eh ben, ça doit être dans la main du MINARM. Et des industriels qui travaillent avec le MINARM, évidemment. Alors justement, ça nous amène à la question de la souveraineté, parce que là-dedans, il y a à la fois, comme vous le disiez, la question du hardware et la question du software. Alors, comment vous travaillez, vous, ensemble, industriels, institutions publiques, ministères, pour garantir la souveraineté de l'IA, sachant qu'il y a des entreprises étrangères, il y a une IA qui peut avoir des serveurs à l'étranger, etc. Comment vous faites Peut-être juste pour introduire le sujet sur la souveraineté, je pense que dans la souveraineté, on est toujours tiraillé entre deux injonctions. Le temps court, avec l'usage et la liberté d'usage, et puis le temps long, comment est-ce qu'on est capable de produire aussi dans le temps long, et donc on a construit les compétences, les savoir-faire pour garder cette autonomie stratégique dans la capacité à fournir aux armées ce dont elles ont besoin. Et ce tiraillement, aujourd'hui, on est en plein dedans. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on est performant parce qu'il y a une urgence à donner les outils à nos forces. Et donc, il faut toujours trouver le bon compromis entre cette urgence du temps court et puis structurer ensuite notre outil de capacité de défense pour garder cette souveraineté dans le long terme. J'ajouterais peut-être juste un sujet sur lequel nous progressons, et je dirais, et on est au tout début, qui est aussi de comment on intègre les dimensions d'exportation dans des produits qui ont de l'IA à bord. Puisque, en fait, la grosse différence, c'est que quand on a un produit, je dirais, classique, on connaît ses fonctionnalités et on est capable de décider assez facilement de oui, non et quoi en termes d'exportation. Quand on est un produit qui intègre de l'IA, une partie intégrante du produit est liée en fait à son apprentissage sur des données qui, elles, sont des données souveraines. Et donc, tout le processus en tant que tel doit être repensé. Et en particulier, c'est ce que disait Marc, ça amène tout un travail de discussion de où on s'arrête et où on va plus loin, et comment aussi on apporte aux nations à qui on va fournir un certain nombre de produits la capacité de réentraîner leurs IA sur leurs propres données. Et donc ça, c'est un sujet qui est très lié à l'introduction de l'IA dans les systèmes et qui est un sujet nouveau dans le monde de la défense. Juste pour complexifier l'image, tout à fait d'accord avec Philippe, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que la défense, malgré le mur de la donnée, demeure échantillonnaire dans le monde de l'IA. Je rappelle que les investissements des GAFAM en R&D, en particulier sur l'IA, c'est 100 milliards par an. En amont de tout ce que vient de dire Philippe, il y a un moteur technologique qui est là, qui est accessible par toutes les nations au monde. Il faut des très petites équipes. Je rappelle que ChatGPT a été créé par une équipe de 60 personnes qui a disrupté Microsoft, qui a décidé finalement de mettre ses 3000 chercheurs IA chez OpenAI. Donc, le savoir est là, les publications sont là, les Chinois produisent 95% des brevets ou des écrits dans le domaine IA. Le moteur existe et il avance. Et il illustre les problématiques que dit Philippe. Nous, on auto-investit jusqu'à TRL6. Ça parlera aux gens qui sont dans la défense, désolé pour les autres. Et jusqu'à TRL6, une IA,
sauf si on l'a entraînée sur des données classifiées, elle est civile. Elle n'est même pas duale, jusqu'à ce que la réglementation change. Et elle ne devient militaire, voire duale, que si on commence à lui faire manger des données spécifiques sur l'acoustique, sur des vidéos de tanks, etc. Donc ça pose une problématique majeure en amont du domaine militaire. Et dans le domaine militaire, c'est un champ, comme l'explique Philippe, qui en termes de contrôle-export, de prolifération, d'intégration dans les systèmes, de prolifération de la classification, si la donnée était secrète, est-ce que le modèle est secret, même s'il n'y avait pas que des données secrètes qui ont appris dans le modèle, etc., qui nécessitent d'inventer des nouvelles techniques et un nouveau cadre. Alors justement, quel est le cadre offert par l'institution publique, on va dire, le ministère des Armées au sens large, ou l'AMIAD, pour aider à ça, à ce développement? Alors, tout d'abord, la création de l'AMIAD, c'est bien, répond à cette ambition de souveraineté. Dans la stratégie ministérielle de l'IA de défense, il y avait aussi l'autre objet important de souveraineté qui est l'acquisition d'un supercalculateur pour entraîner les algorithmes sur des données classifiées dans un environnement maîtrisé par l'administration. Ça va être un véritable game changer. Alors, à l'échelle du besoin défense, hein, on n'est pas dans les mêmes proportions que les hyperscalers américains, mais ça va nous apporter et ça va offrir à l'écosystème des fournisseurs de la défense des possibilités d'entraînement sur des données opérationnelles secrètes qui vont véritablement offrir, en tout cas, on espère, un facteur de supériorité par rapport à d'autres. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les nations ou les États, les armées qui disposent de données opérationnelles pertinentes? Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, cette donnée a de la valeur et ça peut donner de la valeur en fait, à l'équipe France, aux industriels qui accompagnent et qui fournissent les armées françaises. Et les nations qui ont cette capacité, c'est celles qui sont sur le terrain, qui font des opérations extérieures? Comment vous les définissez? Absolument, c'est celles qui se déploient, qui ont cette expérience militaire. Et aujourd'hui, les armées françaises font partie de celles qui ont le plus d'expérience, donc le plus de données. Ensuite, il faut organiser la captation, la collecte, le drainage de cette donnée pour qu'elle soit en fait valorisée. Et au sein des armées, c'était prévu ou on s'y met? Comment ça marche? Oui, on s'y met résolument parce que là, on parle de l'IA, mais globalement, il y a une profonde transformation qui est à l'œuvre en ce moment. C'est que dans beaucoup de domaines, c'est le domaine civil qui tire la technologie et non plus le domaine militaire, ce qui est une révolution pour les militaires et qui est très inconfortable pour les militaires. Jusqu'à présent, si on prend l'exemple des télécommunications, c'était les programmes militaires qui tiraient les télécommunications, que ce soit Internet, même les smartphones, tout ça, ça a été initié par la recherche dans le domaine militaire. Aujourd'hui, les investissements qui ont été évoqués sont tels que c'est même pas imaginable de rattraper le retard que l'on a dans certains domaines technologiques. Et donc ça, c'est une vraie inversion du système auquel il faut s'adapter. Et ça nécessite d'un plus grand rapprochement justement avec les industriels, de travailler de plus en plus de main dans la main sur la façon dont on peut intégrer finalement ces capacités civiles ou ces techniques civiles dans le domaine militaire. Et c'est bien ce qui se passe un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et on voit que toutes ces technologies qui sont parfois très accessibles, finalement révolutionnent le champ de bataille, la façon de conduire les opérations. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler. Et on cherche à se transformer pour justement capter plus rapidement ces nouvelles technologies dans nos systèmes parfois un petit peu anciens. Vous avez un exemple concret de quelque chose de civil qui est arrivé comme ça, qui a fait éruption dans le militaire dernièrement? Aujourd'hui, dans l'armée de terre, par exemple, tout ce qui est communication, c'est ce qu'on appelle des systèmes hybrides. On a hybridé les communications, c'est-à-dire que vous avez prioritairement l'emploi de la 4G, des constellations basse orbite, OneWeb, puisque Starlink n'est pas encore utilisé par l'armée française, mais on voit que c'est d'abord ces systèmes-là qui offrent une capacité de débit et de transfert de données qui est indispensable sur la zone de contact pour créer cette connectivité et les échanges de données, et en mode dégradé, les systèmes militaires. Mais on a complètement changé d'approche. Juste pour compléter sur ce point civil, je reviens sur la mise en vol d'un agent de combat aérien au-delà de la vue directe, donc un sujet éminemment militaire de supériorité aérienne avec ça. La technologie utilisée, c'est de l'apprentissage par renforcement, qui est celle qui a été utilisée sur les échecs, AlphaGo, StarCraft, dans tous des domaines où on est arrivé à des performances superhumaines. C'est-à-dire que, pour vulgariser, on n'apprend pas toutes les parties jouées par l'humain, on fait que l'IA joue contre elle-même,
Et en fait, elle découvre un champ original, dont les techniques humaines, mais certaines techniques qu'on n'a jamais vues. Ce qu'on a mis dans le Gripen la semaine dernière, après 6 mois seulement de tests de fiabilité et de sécurité, c'est un agent civil. Il n'a jamais vu une donnée de combat aérien. Il n'a jamais vu un combat d'un pilote de l'armée de l'air. Et donc, au-delà, et je souscris tout à fait à ce qu'a dit l'amiral, la libération de la donnée, qui est partout dans le MINARM, est fondamentale. Autant ce que dit le général Barat, c'est qu'il faut hybrider cette donnée avec de la donnée civile. Je donne juste un chiffre. Dans tout ce qui est optique visible, aujourd'hui, on entraîne des modèles, même sur des chars, à 80% sur Internet. Alors, c'est plus compliqué sur l'acoustique, c'est plus compliqué dans l'électromagnétique, c'est plus compliqué dans d'autres domaines, mais il faut réussir à hybrider ce moteur technologique, les données très sensibles et très propriétaires qui imposent des contraintes en finale. C'est ce qu'on appelle généralement l'affûtage du modèle, qui est la partie terminale de la livraison du modèle. Mais je trouve effectivement que c'est absolument bluffant en ce qui me concerne, qu'un agent d'apprentissage par renforcement soit mis dans un avion de chasse, batte très souvent, je ne donnerai pas les chiffres, un pilote humain, et soit capable d'être réentraîné, juste pour vous donner l'ordre de grandeur, parce que c'est ce qu'on va avoir face à nous, encore une fois. Hein. Des gens qui ont moins d'expérience, moins de chefs de patrouille, plus d'avions, moins d'expertise. Comment ils vont pallier ce manque d'expertise? En mettant de l'IA. Aujourd'hui, ces agents IA en combat aérien, en 24 heures de réentraînement, ils ont 100 000 heures de combat supplémentaires. De combat, pas de vol. Donc vous changez des paramètres sur le missile, sur le radar, sur l'environnement, sur la distance, sur la cible. Vous réentraînez en 24 heures, grâce à de la puissance de calcul évidemment, et vous avez 100 000 heures de vol, ce qu'aucun pilote en combat, ce qu'aucun pilote n'aura, jamais. Juste pour réagir, pour souscrire totalement et peut-être revenir aux racines, je suis totalement d'accord sur la dualité et quand on dit être à l'état de l'art, c'est utiliser ce qui est fait dans le monde civil. Et il ne faut pas se priver, il faut l'utiliser. Il ne faut développer et faire et inventer que les choses dont on a strictement besoin. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, je pense que la façon dont on essaye de se définir en tant que Thales, d'abord, c'est un groupe de technologie avant d'être un groupe de défense. On est extrêmement attentif à notre dualité, à peu près 50-50, parce que, en fait, comme vous l'avez super bien dit, la défense tire les technologies sur un certain nombre de choses, le civil tire les technologies sur un certain nombre d'autres choses. Pour prendre un autre exemple, quand on voit aujourd'hui dans le monde civil comment le monde a basculé avec l'arrivée du cloud dans un monde de la cybersécurité qui est ce qu'on appelle data-centric security, donc on sécurise la donnée et plus le périmètre en tant que tel, et bien ça c'est quelque chose qui va arriver dans le monde de la défense aussi. Voilà, donc ce qui montre qu'on est capable de s'inspirer, mais dans les deux sens, et que c'est absolument fondamental et que la partie civile nous pousse énormément. Donc finalement, notre souveraineté, c'est de savoir adapter ce qui est produit et essentiellement en open source, hein, donc comme vous le disiez, d'accès assez libre, mais savoir l'adapter, ça n'est pas si simple, ça demande de la compétence et de l'ingénierie et aussi de l'ingéniosité, et ça il faut le développer, donc on en dispose chez vous, chez les industriels français et au sein des armées, on essaye de faire monter cette ingéniosité et cette ingénierie pour savoir le faire aussi, et puis il faut savoir développer sur des domaines très particuliers du ministère des Armées, justement des modèles de fondation propres. C'est pour ça qu'on a besoin d'une expertise forte et de capacité de calcul pour, sur ces niches, pouvoir développer notre propre modèle de fondation à un usage unique qu'on ne retrouvera pas dans le civil. Le savoir le faire nous permettra aussi de venir, s'il le faut, reprendre en main quelque chose qui se ferme, alors qu'aujourd'hui c'est ouvert, notamment ces modèles qui sont offerts en open source, qu'on puisse les reprendre s'il le faut. Et c'est important parce que là, je reviens à mon introduction initiale, il faut préparer aussi éventuellement le durcissement du monde et la fermeture des robinets de tous ces codes open source qui ne sont pas garantis ad vitam aeternam.
Alors, il y a un sujet qui a été évoqué en préliminaire, qui était la place de l'homme, et peut-être que c'est le moment d'en parler. Quelle place finalement va-t-il rester à l'être humain, à la fois dans le processus de décision, mais même dans le processus militaire? Si on prend la question du combat aérien, est-ce que finalement on aura 2 avions qui s'affronteront tout seuls avec des pilotes très très loin qui seront au sol? Qu'est-ce qui va se passer? Alors j'aimerais bien savoir si l'action concrète de l'IA, elle est là pour aider le soldat, si on peut garder aussi la doctrine de l'homme dans la boucle, qui était une doctrine de l'armée française. Comment ça va se passer concrètement? Et là je pose la question aux militaires d'abord, savoir quelle est la place de l'homme avec l'IA. Alors, l'homme restera central dans la conflictualité. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est malheureusement une activité humaine. Donc, et il s'adaptera d'ailleurs à toutes les technologies et trouvera des solutions et des failles. Donc, ça, on le voit régulièrement sur les différents théâtres. Et on a des adversaires qui arrivent même à se battre du faible au fort, qui ne maîtrisent pas les mêmes technologies, et pourtant, ils arrivent à être très résilients. Donc, malheureusement, la guerre sera toujours humaine. Mais pour revenir à nos affaires, ce qui est certain, c'est que l'IA a profondément transformé le champ de bataille en créant une forme de transparence. Je vous ai parlé de l'analyse des données, de la captation de toutes ces données et l'exploitation. Aujourd'hui, sur le champ de bataille ukrainien, les Ukrainiens estiment qu'entre la ligne de front et 15 km de profondeur, il y a une quasi-transparence. C'est-à-dire que tout ce qui est détecté, 5 minutes après, il y a une frappe. Et il y a en permanence des drones, des systèmes qui surveillent. Et donc, c'est une zone extrêmement dangereuse pour tout être humain. Donc, dès que ça se déplace là-dedans, c'est particulièrement mortel. Donc, la seule solution pour revenir dans ces zones-là, qui sont en train de s'élargir, de s'approfondir, parce qu'on est à 15 km, ils estiment que d'ici la fin de l'année, on sera plutôt à 20, c'est d'envoyer autre chose que des êtres humains et d'utiliser la robotisation. Et donc là, c'est aujourd'hui le tournant que l'on sent, nous, en termes de capacité, de monde qui est devant nous, c'est qu'on a connu une grande phase de mécanisation de la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est en train de basculer dans un nouvel univers, c'est la robotisation, où il va falloir apprendre à travailler avec ces plateformes qui seront robotisées, mais qui resteront sous responsabilité humaine, puisque c'est quand même la position française, c'est de faire en sorte qu'on est toujours responsable de la mission qu'on confie à la plateforme. Si on prend le dôme de fer israélien, il n'y a personne dans la boucle. Et c'est le système qui décide de quel système va tirer selon le type de roquette. Si c'est une roquette, on utilisera justement quelque chose qui n'est pas cher. Donc il y a même le ratio coût-efficacité qui apparaît aussi en Ukraine. Ils font aujourd'hui des ratios coût-efficacité, ils déterminent quel système va abattre le drone. Et donc on voit bien que ça restera une aide, mais la partie décision, ça restera forcément humain. Et c'est toujours de la responsabilité d'être humain. Donc on aura sûrement dans l'avenir des zones où il y aura des affrontements de plateformes robotisées, c'est sûr. Mais à la fin, comme le disait Napoléon, la victoire appartient à celui qui dort sur le champ de bataille. C'est-à-dire que celui qui occupe le terrain concrètement, l'être humain, parce que c'est quand même la finalité, c'est quand même d'une guerre, c'est quand même d'occuper un espace ou d'imposer sa volonté. Donc à la fin, il y aura quand même des humains dans la boucle. Oui, en fait, je pense qu'il y a un glissement, c'est-à-dire que l'homme était dans la boucle jusqu'à présent, maintenant il va être au-dessus de la boucle, et donc il va concevoir la boucle, il va la calibrer, il va donner les règles à cette boucle, et ensuite il va la superviser. S'il reste dedans, il sera en fait le maillon faible, voire le maillon qui fragilisera et qui amènera au mauvais choix. Donc probablement, on va le retirer de la boucle pour le mettre au-dessus. Mais ce qu'il va falloir, c'est le faire monter en gamme et en compétences pour qu'il soit en mesure de superviser et de contrôler cette boucle. Mais c'est bien cette supervision qui advient. On va le voir dans les différents champs immatériels, comme dans le champ physique avec la robotique. Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle de guerre lorsque des machines s'affrontent? Quel est le seuil du franchissement de l'agression armée quand on détruit des machines adverses? Ça pose beaucoup de questions. Mais quand il n'y aura plus de machines, de toute façon, à la fin, ce seront les hommes qui se battront. Oui, il y a eu un combat, je crois, à la frontière sino-indienne avec des baïonnettes il n'y a pas si longtemps, donc on trouve toujours les moyens. Mais est-ce que pour les industriels, ça pose des questions éthiques et aussi, en dehors des questions éthiques qui
peuvent être impliqués par l'IA. Comment vous organisez l'interface homme-machine? Comment l'être humain, comment vous faites pour que l'être humain puisse utiliser la machine tout en gardant un contrôle, tout en agissant très rapidement, tout en agissant avec des robots? Comment ça se passe pour les industriels? Oui, alors je vais prendre un exemple concret et peut-être juste en introduction revenir sur les aspects d'éthique. Euh, euh, Bien entendu, alors c'est pas différent d'un certain nombre d'autres éléments. Je pense à des aspects logiciels et ainsi de suite. Ça apporte des points particuliers, mais il est clair qu'on a essayé vraiment d'anticiper ça. Dès 2022, on s'était imposé notre propre charte éthique du numérique sur tout ce qu'on faisait et tous les produits qu'on sortait, qui va bien au-delà de la réglementation. Et je dirais c'est quelque part un peu en avance de phase de tout ce qu'on voit sur les aspects éthiques liés à l'IA. Et d'ailleurs, je pense que tout ce qui est mis au travers, par exemple, de l'IA Act, alors ça s'applique ou ça ne s'applique pas en fait aux différents domaines, mais peu importe. Je pense que de toute façon, tout ce qui va être protection de données, tout ce qui va être transparence de l'IA, tout ça, c'est des choses qui vont donner confiance dans l'IA. Et donc pour nous, on est totalement engagé et on le met à l'intérieur des produits. Pour revenir à l'autre point qui était comment on peut être, et je prends ton image de l'homme au-dessus de la boucle, je vais prendre un exemple très concret qui est comment on amène un contrôle de l'humain dans des contrats d'autonomie qu'on a donnés à des drones tactiques qui vont voler en essaim. Pour prendre cet exemple. En plus, on va être dans un domaine où très souvent les communications sont brouillées, et donc on va être dans un domaine où l'essaim va devoir avoir, pour être efficace, une forme d'autonomie collaborative entre drones. Par contre, ce qu'il faut être capable de faire, c'est qu'à n'importe quel moment, c'est qu'à partir du moment où l'essaim ou un drone sort du contrat qu'il a été, il demande un contrôle à l'humain qui a sa supervision. Et par ailleurs, ça permet d'ailleurs de minimiser les besoins en communication, parce qu'on est là que pour intervenir à certains moments. Et par contre, il y a toujours une chose, c'est que le drone ne fera jamais quelque chose en dehors du contrat qui lui aura été donné. Et là, de toute façon, il y a moyen d'une reprise de contrôle à tout moment par l'humain. C'est juste pour donner un exemple de type de concept qu'on peut avoir. Oui, totalement d'accord. L'homme au-dessus de la boucle, ça va être l'avenir. Ça va imposer des choix technologiques, des choix d'interface entre l'homme et la machine, une prise en compte du rythme. Juste pour injecter deux éléments éthiques peut-être différents, parce qu'on a souvent parlé, le seul problème éthique, c'est l'homme dans la boucle, ou sur la boucle. Il y a d'autres sujets qu'on a à traiter. C'est est-ce qu'il est encore éthique d'envoyer un homme face à un drone? Je pense pour des commandants militaires, ça devient un sujet qui est quasiment plus existentiel que savoir exactement à quel niveau est l'homme ou pas. Il y a un deuxième sujet éthique, éthique étendu. On va être face à des gens qui n'ont pas les mêmes cadres que nous. Où l'autonomie telle qu'on vient de la décrire, je mets une killbox, ça tape sur tout ce que ça voit, du moment que ça ressemble vaguement à ça, ou même très précisément à ça. C'est des choses que nous, on va peut-être s'interdire. C'est des choses que des gens en face, il faut s'attendre à ce qu'ils ne se l'interdisent pas. Et donc, si on veut être prêt à se défendre contre ça, il faut quand même travailler dessus. C'est-à-dire, quelles vont être les possibilités de la technique? Et cette possibilité, comme ça a été dit, c'est très évolutif. Dernier point que je voulais injecter sur l'éthique, parce que c'est très intéressant, de voir que nos populations d'ingénieurs, je pense que c'est pareil chez Thales, quand on recrute des gens aujourd'hui du big data, des spécialistes du big data ou de l'IA, des gens qui ont fait leur classe, généralement pas dans le militaire, et il y en a à la MIAD aussi, ce sont des gens qui viennent pour un projet, qui sont très conscients des capacités de l'IA et qui vous demandent un contrat éthique. Le contrat, il n'est pas uniquement éthique sur le champ de bataille. Nos chercheurs, ils viennent, ils disent « Je sais, je vais faire de la défense. Ça va tuer des gens parce que je suis sur des systèmes temps réel de frappe ou de commandement pour identifier de l'adversaire. Dans quel cadre je travaille ?» Et dans quel cadre je travaille, ça veut dire sur quel système je travaille, quelles sont les règles d'éthique de la boîte, quels sont les pays export sur lesquels on va exporter. Nous, on a une phrase en disant on travaille au service de la démocratie. Ça peut paraître un petit peu grandiloquent et américain présenté comme ça, mais c'est quasiment une réponse qu'on doit à nos ingénieurs. Si on ne donne pas cette réponse avant même d'avoir développé des produits, on les perd. C'est un peu la problématique qu'il y avait dans le big data sur civil liberty rights. Vous faites de la big data, mais
vos ingénieurs vous disent je veux pas fliquer les gens. Donc, garantissez-moi ça. Donc, si je comprends bien, l'homme dans la boucle commence finalement à la fabrication de l'IA. Dès le développement. Alors, je vous propose, en petite conclusion, il nous reste 5 minutes, quelles sont les évolutions du champ de bataille à court et moyen terme, et même à long terme, que vous envisagez aujourd'hui avec l'IA pour chacun d'entre vous, en titre de conclusion? Je crois qu'on a quand même bien couvert, mais je pense que la robotique, ça va être la première, enfin en tout cas c'est les mois à venir, ça va être quelque chose d'assez significatif. Et juste pour revenir sur l'éthique, en France, nous avons la chance d'avoir une commission d'éthique de la défense avec des personnalités qualifiées qui ont émis un rapport début 25 et qui est assez limpide et qui nous éclaire bien et qui offre des garanties aux uns et aux autres justement sur le cadre de nos bonnes pratiques pour l'IA. Ouais, juste, donc on ne reviendra pas sur le potentiel de l'IA, je voudrais juste prendre un autre angle, qui est qu'il n'y a pas que l'IA qui progresse et qui va changer le champ de bataille. Tout progresse en même temps. Il y a une accélération des technologies, que ce soit dans le domaine des senseurs et dans le domaine matériel, que ce soit quelque part l'arrivée de plus en plus en masse du software et de toutes les adaptations, et donc de l'adaptation des cycles qu'il faut faire, et l'IA ou pas IA, et quelque part... je trouve que c'est à la fois captivant pour les ingénieurs qui nous rejoignent et on en voit beaucoup plus qui viennent vers des métiers critiques et des métiers de défense. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Et d'ailleurs, juste pour mentionner ça, on est particulièrement heureux de voir que on est devenu, en tant que Thales, le numéro 1, je dirais, pour les jeunes ingénieurs qui viennent venir nous rejoindre. Pourquoi ? Parce qu'ils font avancer la science, ils font avancer les technologies et au service de nos clients. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la robotique et effectivement, ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est que pour nous, c'est le changement radical sur le champ de bataille du point de vue militaire. Maintenant, du point de vue de la guerre, ce qui nous inquiète le plus et qui a un peu un angle mort pour l'instant, c'est toutes les manœuvres cognitives, puisque je vous ai dit, la nation sera forcément impliquée si on a un jour à mener une guerre de haute intensité. La nation sera forcément attaquée. Et donc ce côté-là, je pense qu'il est urgent de s'y atteler parce que ça sera un point majeur et qui sera démultiplié justement grâce à l'IA parce que ça va offrir de nouvelles perspectives dans les attaques. Donc ça, c'est le point majeur pour nous, c'est faire en sorte que la nation soit également embarquée dans nos affaires de défense. Parce que comme on le dit souvent, ce sont les armées qui gagnent les guerres. En revanche, ce sont les nations qui gagnent complètement la bataille. Ce que vous voulez dire, c'est que le champ de bataille, ce sera toute la nation finalement. Complètement. Juste un point très particulier, je pense que ce qu'on va voir sur le champ de bataille, c'est une prolifération d'engins relativement simples, dont la robotique. Il faut bien comprendre que l'intelligence va remonter dans le soft. C'est-à-dire, plus on met d'intelligence dans le software, au sens large, réseau, software, communication, plus le hardware devient modulaire, plus il évolue à vitesse grand V en fonction des évolutions, comme disait Philippe, des senseurs techniques, des choses pas chères du domaine civil. Et le savoir-faire devient cette glue un petit peu logicielle qui permet de faire travailler tout ça ensemble à un coût modeste et surtout avec une itération extrêmement rapide. On a fait exactement 50 minutes. Merci infiniment à tous. Bonne journée au Paris Air Forum.